criminels envahissent les rues de Boston. Un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, le mécaniste tombe le masque. Nous voilà ligotés et pendus au-dessus d'une fosse enflammée. Voilà qui me rappelle nos aventures contre l'écorcheur de Chelsea. À toi, maîtresse du mystère? Tout à fait. Inébranlable Silver Shroud. Mais ce meurtrier défiguré n'arrivait même pas à la cheville du maître du mal qu'est le mécaniste. Maître du mal, moi? Détrompez-vous, maîtresse du mystère. Ce que vous appelez le mal est en réalité le chemin de l'illumination. Moi, et moi seul, le mécaniste, suis capable de saisir toute l'étendue de la folie humaine. La chair est faible. Le futur du Massachusetts s'écrira en lettres d'acier. Le seul futur qui t'attend, le mécaniste, c'est un très long sommeil dans une cellule inviolable. Que va-t-il advenir de notre valeureux héros? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures palpitantes de Silver Shroud. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. Flash Info. Nous interrompons vos programmes pour une information de toute urgence. Galaxy News Network, bonjour. De violentes manifestations se sont produites au centre de recherche de Robco Industries. Des robotrons seraient à l'origine de ces incidents. Sur place, notre envoyé spécial. Oui, tout à fait. Il semblerait qu'un certain mécaniste soit à la tête de l'insurrection. J'ai pu rencontrer ici même un autochtone qui nous explique les raisons de leur colère. D'après les calculs du mécanisme, la meilleure façon d'aider un être humain est tout simplement de l'éliminer. Il n'y a aucun intérêt à prolonger une vie si fragile et stupide. Je pense que vous n'avez pas saisi le mot « aider son prochain ». Ok, c'est le meilleur moyen de les aider. Toute autre tentative apporterait de nouveaux effets secondaires et complexes et chaotiques. Très bien, je vois. Je vous propose maintenant de rejoindre notre spécialiste en robotique et intelligence artificielle qui nous éclairera peut-être sur ces incidents tragiques. Donc je suis Nicolas Rouget, je suis chercheur en neurosciences computationnelles et en intelligence artificielle. Donc en gros, j'essaye de faire des modèles du cerveau et notamment j'utilise des robots dans ma recherche pour leur faire des choses un peu rigolotes. Bonjour Nicolas et merci pour cette interview en direct sur Galaxy News Network. Une émission que tous nos auditeurs peuvent également retrouver sur leur radioémetteur en sélectionnant la fréquence 314. Oui, c'est ça. Dans l'histoire de la robotique, quand est-ce qu'est apparu le premier robot au monde? Et quelle en a été son évolution? En fait, je sais pas. Alors, le premier robot, ça dépend déjà si on parle des vrais ou des faux robots. Donc avant les années, on va dire 1900, il n'y avait pas vraiment de robots au sens où on les connaît aujourd'hui. On parlait plus d'automates, donc c'est les automates tels qu'on peut les trouver. En gros, c'est des choses purement mécaniques qui vont permettre de faire des mouvements de façon répétitive. Mais il y a quand même eu des cas un peu célèbres. Donc, il y en a un qui s'appelle le Turc mécanique et c'était un robot qui pouvait jouer aux échecs. Donc ça date des années 1800, si je dis pas de conneries, il faudrait quand même vérifier. Sauf que en fait c'était un faux robot puisqu'il y avait quelqu'un qui était enfermé dans la machine et qui pouvait, avec un système assez ingénieux, jouer aux échecs. Et après, pour les vrais robots programmables au sens où on l'entend, je pense que ça a dû apparaître en début de siècle. Et en tout cas, dans les laboratoires de recherche, c'est plutôt dans les années 1950. Donc un robot qui est resté célèbre pour la recherche, qui s'appelait Shakey. Donc Shakey en anglais, ça veut dire
tremblait, et en fait le robot était tellement pourri. Non, à l'époque c'était une prouesse, mais ouais, il tremblait pas mal, et il y avait beaucoup de problèmes pour le programmer. Donc il faisait pas grand chose. Donc on parle de degré de liberté, en gros, de combien de moteurs il a, et lui on avait pas beaucoup. Alors aujourd'hui ça a beaucoup évolué, et il y a des choses vraiment étonnantes. Donc aujourd'hui les robots les plus avancés en termes de mécanique et de contrôle, c'est une société qui s'appelle Boston Dynamics. Donc il suffit de taper le nom et vous pourrez voir les robots et ce qu'ils arrivent à faire. Donc on a des robots humanoïdes, ce qui était il y a encore une vingtaine d'années, c'était des choses extrêmement compliquées à réaliser, et maintenant on a à la fois les moteurs pour pouvoir faire tourner ça, parce qu'il faut des moteurs assez costauds, mais qui soient pas trop lourds et qui soient assez rapides. Donc aujourd'hui on a ce type de moteur, et on a aussi les algos pour contrôler, en tout cas la partie mécanique. Donc aujourd'hui on peut avoir des robots qui savent marcher, qui savent courir, et dans le cas de Boston Robotics, c'est carrément des robots qui peuvent faire des roulades et qui peuvent faire des saltos. Dans de nombreuses fictions, on aperçoit souvent des robots, ou plutôt des automates avec une technologie en avance sur son temps. Mais peut-on parler alors de robotisation? Qu'est-ce qui définit exactement l'entité robotique? Pour le coup, c'est une question qui est un peu compliquée. On va parler du fait qu'est-ce qu'on peut programmer la machine. Alors dans le cas des automates, il y a des automates, donc même des vieux automates, où ils vont être entièrement construits, et une fois qu'ils sont construits, on peut plus vraiment changer le programme, parce que le programme est à l'intérieur de tous les mécanismes. Donc ça va être à partir d'engrenages, à partir de mécanismes divers, ce qui fait que si on veut changer ce que fait l'automate, il faut l'ouvrir et pouvoir le changer. Alors dans une certaine mesure, on va avoir la même chose, mais de façon un peu plus moderne. C'est ce qu'on appelle les automates qu'on va trouver par exemple dans l'industrie. Donc vous avez peut-être déjà vu sur les chaînes de montage des voitures, on va avoir ce qu'on appelle pour le coup des automates. C'est des robots qui sont programmés, mais qui vont pas être réactifs par rapport à leur environnement. Donc en fait, si on doit faire un point de soudure, le bras va venir exactement là où il doit faire la soudure, et il va la faire de façon extrêmement précise, parce que c'est un seul modèle de voiture, et parce qu'il n'y a pas eu de perturbation. Alors qu'est-ce qui définit l'entité robotique? C'est cette interaction avec l'environnement. Alors évidemment, quand on parle de robot, on a toujours souvent en tête l'image du robot humanoïde, mais encore une fois, il y en a de toutes sortes. Le premier robot programmable que vous allez avoir chez vous, ça peut être par exemple la machine à laver. Alors évidemment, ça fait pas rêver, mais on a une partie mécanique qu'on peut programmer, et qui, pour les machines les plus modernes, qui peuvent réagir à l'environnement. Donc c'est-à-dire, on va mettre le linge, et la machine va peser le linge, ou peut avoir aussi des capteurs pour vérifier à quel point le linge est sale, et elle va adapter son programme. Les robots qu'on peut trouver dans la maison aujourd'hui, qui fait peut-être un peu plus rêver, c'est les robots aspirateurs. Donc là, pareil, c'est vous voyez à quoi ça ressemble. Moi j'en ai pas, mais en gros c'est un espèce de gros disque assez épais qui va naviguer dans votre maison, et qui va essayer d'aspirer là où il faut aspirer. Donc là il va être autonome, parce qu'en général on n'a pas besoin de lui apprendre la configuration de la pièce, il va être capable de le découvrir tout seul. En général ça marche pas trop mal, donc évidemment ça va dépendre de si vous avez des choses au sol, forcément il pourra pas passer, mais en général ça va bien se passer. Si la pièce est complètement vide, ça peut aussi bien fonctionner, mais en général avec 2-3 obstacles ça va mieux marcher, parce que ça introduit un peu de bruit dans l'algorithme. Dans la science-fiction, les robots font plutôt rêver. À tort ou à raison d'ailleurs. Du gentil Robbie dans Forbidden Planet au terrible T-800 dans Terminator,
qu'est-ce qui explique notre fascination pour les robots dans notre société? Pour le coup, ça dépend de la société dont on parle. Je pense que l'attitude des sociétés n'est pas du tout la même par rapport aux robots. Donc, en tout cas, en France, et j'aurais par extension, je dirais en Europe, on a peut-être une méfiance envers les robots, et notamment pour la robotisation de la société, avec la menace que les robots pourraient prendre des emplois, donc ce qu'ils ont, pour le coup, ce qu'ils ont déjà fait, et versus, par exemple, un pays comme le Japon, où l'attitude par rapport aux robots est pas du tout la même. Donc eux, font un gros effort autour de la robotique, notamment pour pouvoir s'occuper des personnes âgées, puisqu'ils ont un déficit, ils ont beaucoup de personnes âgées et pas forcément assez de personnes pour pouvoir s'en occuper. Donc une solution qu'ils essayent de mettre en œuvre, c'est d'utiliser les robots pour pouvoir prendre soin des personnes âgées, et donc il y a un gros investissement sur la robotique, et il y a plutôt une bonne acceptation des robots par la population. Pour revenir en France, je pense qu'il y a une méfiance, même si il y a tout un tas de robots qui sont déjà rentrés dans les foyers. Je parlais tout à l'heure des robots aspirateurs, donc voilà, c'est un robot qui a priori ne pose pas de problème particulier. Par contre, c'est clair que si vous mettez un robot humanoïde qui marche dans la rue, a priori ça va peut-être surprendre, mais il y a aussi des chances qu'il soit saboté assez rapidement. Après, il y a des robots, typiquement des robots pour aider à la chirurgie, donc je pense que là les gens n'ont pas forcément de problème avec ça. Donc ça peut être des aides aux chirurgiens, ou par exemple le robot va aider le geste du chirurgien. Donc vous voyez, plutôt que d'avoir le geste direct du chirurgien, on va passer par une interface robotique, et ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du geste. Donc par exemple, on peut avoir des micro-tremblements, même pour les chirurgiens, pour une raison X ou Y, et le robot est capable de corriger ça. Ou si jamais, je sais pas moi, il fait un geste brusque, le robot peut contrer ça. En tout cas, je pense que pour les robots aspirateurs, a priori, pour l'instant, ça pose pas de problème. On n'a pas peur parce que forcément derrière, il y a aussi le fantasme, à la fois le robot qui remplace l'humain dans le travail, et il y a éventuellement la révolte des IA. Donc je pense que la révolte des robots aspirateurs, a priori, pour l'instant, ça fait pas peur. Ou bien sommes-nous tous en danger? The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. We used poisonous gases With traces of lead. and we poisoned their asses. Actually, they're lungs. Binary solo. 0000001 0000001 000000111 0000011 Come on, sucker, lick my battery. The humans are. The humans are. Robo Boogie. The humans are dead. Donc il y a des dangers de l'IA qui sont déjà là, qui sont avérés. Alors l'IA et la robotique, faut un peu séparer les deux. On peut avoir de l'IA sans avoir de robotique. Alors l'IA, on peut la trouver par exemple dans les téléphones portables, c'est bourré de techniques d'IA. Alors que ce soit pour, je sais pas, par exemple quand vous tapez un message sur WhatsApp, sur Messenger, ce que vous voulez, en gros par exemple il y a de la complétion de texte, ça peut être fait avec l'IA. Dans le même temps, vous avez aussi de l'IA qui est déployée, par exemple, pour aller reconnaître des gens dans la foule. Donc ça veut dire que si vous prenez une caméra de surveillance, que vous la placez à un endroit, vous pouvez vous amuser à essayer de reconnaître et de nommer chaque personne. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus dangereux. Et là, c'est à la société de se prononcer sur le fait qu'elle veut ça ou qu'elle ne veut pas. Donc moi, ma position personnelle, c'est que je ne veux pas de ce type d'IA qui sont extrêmement intrusives et dangereuses. Alors en plus, il y a tout un tas de ce qu'on appelle les biais. Donc c'est dénoncé assez régulièrement, c'est que ça va marcher, mais dans un certain nombre de cas, parce qu'en gros l'IA, comment ça fonctionne, on lui donne des cas d'apprentissage et elle va généraliser à partir de ces cas d'apprentissage. S'il y a des biais dans ces apprentissages, l'IA, comme ça finalement ça reste assez bête, c'est qu'un algo, elle va reproduire ces biais.
et on peut vraiment faire des choses assez horrible. Par exemple, si vous connectez un drone, donc un drone qui peut faire aller de façon autonome d'un endroit A à un endroit B, vous pouvez lui mettre une caméra pour reconnaître une cible. À ce moment-là, vous allez avoir des armes complètement autonomes avec le droit de tuer. Alors pour l'instant, il y a une espèce de moratoire, enfin en tout cas, un moratoire a été demandé pour pas faire des armes autonomes. Je pense que malgré tout, ça risque d'arriver et ça risque d'arriver. Il y en a déjà une, bon, alors pour le coup, qui n'est pas du tout intelligente et qui est complètement con, c'est entre les deux Corées, Corée du Sud, Corée du Nord. Donc là, on a des tourelles automatiques. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ça tire, quoi. Donc c'est l'arme autonome la plus débile qu'on peut faire et qui est effectivement mortelle. Donc en général, il n'y a pas trop de vie autour de ce genre de tourelle parce que ils ne regardent pas si vous êtes un homme, un écureuil ou je ne sais quoi. Mouvement, ça tire. Dans les années 50, le célèbre écrivain Asimov a publié une série de livres où apparaissent pour la première fois les 3 lois de la robotique. Mais qu'en est-il concrètement? Existe-t-il un novum sur les fictions d'Asimov ou une application possible sur les lois de la robotique dans un avenir proche ou lointain? Alors ça c'est facile, dans un avenir proche, la réponse est non. Alors tous les roboticiens, tous les chercheurs connaissent les 3 lois de la robotique. Alors on peut pas les implémenter parce qu'il y a tout un tas de problèmes, de problèmes durs qui sont liés à l'IA qu'on sait pas résoudre. Ça a une énorme influence sur la robotique parce que ces 3 lois ont vraiment beaucoup marqué, tous les gens, mais les chercheurs en particulier. Donc on les a, on va dire, en tâche de fond. Mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour parce que donc la première loi, c'est pour faire court, de ne pas faire de mal à un humain et reconnaître qu'est-ce qui est humain dans une scène, par exemple pour un robot. Déjà, ça c'est compliqué. Donc on a des cas où, par exemple, pour les voitures autonomes, une des difficultés, c'est de reconnaître les humains sur la route. Et on a des cas célèbres et mortels. C'était il y a 1 an avec, de mémoire, c'était Uber qui testait les voitures autonomes et qui n'a pas reconnu une personne qui passait en vélo. Et en fait, la voiture n'a pas freiné et la personne est morte, a été percutée par la voiture. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont difficiles ne serait-ce que reconnaître les humains, qui sont difficiles à faire. Donc derrière, ça va être encore plus difficile d'implanter les lois de la robotique. Nicolas, en tant que chercheur, est-ce que les récits de science-fiction inspirent la science? Sans aucun doute. Donc je crois qu'il y a même des cas assez célèbres où ça a vraiment inspiré la science jusqu'à produire des résultats. Donc là, j'avoue, ce soir, là, je les ai plus trop en tête. Moi, typiquement, dans ma recherche, je lis des écrivains qui peuvent m'inspirer directement. Donc je suis plutôt dans les neurosciences donc là, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Greg Egan, où c'est plutôt de ce qu'on appelle la hard science-fiction, et là, ça peut donner effectivement directement des idées. À l'instar du Japon, est-ce que notre société occidentale est prête à l'acceptabilité des robots dans notre vie quotidienne? Ouais, pas tout à fait. Donc c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de robots. En tout cas, ils ont fait de plus en plus de pubs. Il reste quand même pas mal de problèmes durs, notamment lorsqu'on veut mettre des robots à disposition des personnes. Il faut quand même garantir un niveau minimum de sécurité. Donc notamment lorsqu'on mettait un robot humanoïde, encore une fois avec des moteurs assez puissants, s'il a typiquement un bug, ça peut être mortel parce que ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est quand même garantir un niveau minimum de sécurité. Alors le niveau minimum de base, c'est que tous les robots vont avoir un gros bouton rouge pour pouvoir l'arrêter en cas d'urgence. Les autres systèmes qui sont complètement autonomes, c'est typiquement le Orlyval entre Orly et Paris. Et là, c'est différent parce que c'est pas une IA, c'est un algorithme qui a été prouvé. Donc en fait, on sait que l'algorithme est correct et qu'on peut garantir qu'il n'y aura pas de problème. Lorsqu'on va avoir l'IA, c'est là où ça devient compliqué. Donc il faut trouver le ratio entre on va dire, raisonnablement sécurisé versus en gros ça marche pas du tout, donc on va pas le déployer. Enfin, une dernière question, Nicolas. Et la matrice dans tout ça?
Non, mais là aussi on en est assez loin. Alors en tout cas pour l'IA, là on voit des progrès assez spectaculaires. En tout cas, il y a évidemment avec la robotique, les neurosciences, l'IA, on parle des problèmes de est-ce que la machine peut devenir consciente. Donc là aussi, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Alors il y a quand même un test qui s'appelle le test de Turing, qui est assez vieux, hein, donc qui a été créé par Turing, et ça date des années 1930. Et en gros, une question que se sont posées les gens quand ils ont commencé à faire la programmation et à faire les robots, c'est de dire comment est-ce qu'on va savoir si le truc qu'on a programmé il est intelligent. Donc pour ça on a besoin d'un test. Et Turing a inventé un test qui s'appelle le test de Turing, mais l'idée c'est de dire on va faire discuter un robot avec un humain et on va mettre un observateur. Lui, tout ce qu'il verra c'est la retranscription du dialogue entre la machine et l'humain, et sur cette base il devra décider qui est l'humain et qui est la machine. Si quand on est un peu un spécialiste, ou si on sait qu'on a affaire à un robot, donc par exemple ça peut être aussi les automates, typiquement ça peut être Siri ou Alexa pour Amazon, donc ça va pour poser 2-3 questions. Après il ne faut pas rentrer dans la philosophie avec eux. Très chers spectateurs et auditeurs, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Galaxy News Network en direct de Boston, Washington ou Boston. New Vegas. New Vegas. New Vegas. New Vegas. New Vegas. Alors, mécaniste, qu'est-ce que tu attends? Tire, si tu en as seulement le courage. Ça fait longtemps que j'attends ce moment en Silver Shroud, quand je serai débarrassé de toi et de ta poule de luxe. L'ère des robots pourra enfin commencer. Maintenant, mourez! Que va-t-il advenir de notre valeureux héros? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures palpitantes de Silver Shroud. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. Flash Info. Galaxy News Network, bonjour. L'information 7 jours sur 7. Nous apprenons à l'instant que le chef de la rébellion, connu sous le nom de Mécaniste, a été interpellé par le célèbre détective Silver Shroud. Appelez-moi Silver Shroud. Par ailleurs, il semblerait que la véritable identité du mécanisme ait été révélée et qu'il s'agirait en réalité d'un être humain se faisant passer pour un robot. La communauté robotique est sous le choc, mais l'insurrection a définitivement pris fin un peu partout dans le pays. Merci d'avoir suivi ce programme et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Elodie de Galaxy News Radio, la seule émission encore en fonction sur les terres désolées. Attends, je comprends pas. Donc là, comme ça, tu viens de changer d'avis. Les données enregistrées par le seigneur Nicolas Rougier m'ont convaincu qu'il y a peut-être un autre moyen de vous aider. Ouais, c'est ça. T'as surtout les boulons qui sont sortis de ta carcasse quand t'as appris que le mécanisme était un être humain. Ah caramba, il était déshonoré par la situation. Je vais vous emmener directement à la frontière des terres du Moyave. Et ensuite, il retournerai à Mexico. Ok mon pote. Mais promets-moi de ne plus jamais faire de mal à un être humain. Pigé? Okidoki. Je détecte des présences non identifiées qui approchent. Humain?
be back. Silver Shroud. Silver Shroud, les balles, elles ont ricoché. Elles ont rebondi sur ton torse pour revenir directement sur... Le mécaniste. Tu ne rêves pas, maîtresse du mystère. Après tout, je ferais un piètre justicier si je n'avais pas quelques mystères de mon cru. Tu ne penses pas? L'arme d'argent de Silver Shroud est incapable de blesser Silver Shroud lui-même. Alors, c'est la fin. Tout ce que je voulais, c'était instaurer une vie meilleure dans le Commonwealth, débarrasser des querelles pathétiques. Des êtres humains. Pour tes crimes, la sentence est sans appel. La mort. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network.